Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans In Conversation With. Je suis très heureux d'accueillir ce matin Son Excellence Halim Rabeh, ministre de la Santé de la République de Tunisie. Bienvenue, Monsieur le ministre. Aslem, en tunisien, ça veut dire bonjour, good morning. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, de prendre du temps dans un agenda très chargé. Alors, cette année, la 77e Assemblée mondiale de la santé a choisi comme thème général « Tous pour la santé pour tous ». Que vous inspire cette grande messe de la santé globale, Monsieur le ministre? Comme vous le savez, donc chaque année, l'OMS organise son Assemblée mondiale depuis sa création, et nous sommes dans la 77e session, et le slogan qui a été choisi, tous pour la santé et santé pour tous, mais aussi il y a d'autres départements qui œuvrent pour la santé du citoyen, je vais dire, et dans une autre démarche, la santé est pour tous, c'est-à-dire c'est un droit. D'ailleurs, la constitution tunisienne parle dans son article 43 du droit à la santé. Donc le citoyen a le droit à la santé et c'est à l'État de fournir, de tout faire pour que ce droit soit consacré, pour que le citoyen ait une bonne santé, vit convenablement et accès aux soins. Et là, je parle aussi bien de soins curatifs, mais de soins préventifs et de façon générale au bien-être. Donc, dans ce thème, l'Assemblée mondiale, l'OMS, a fait un bon choix, d'autant plus que ça vienne après la pandémie Covid, où il a été bien démontré dans le monde entier que la santé doit être un droit. Et de par que le monde entier est un grand village où il n'y a plus de frontières, et si vous vous rappelez, tout le monde se rappelle les quelques problèmes que nous avons vécus pendant cette pandémie, et surtout dans notre Afrique, notre vieux continent. Et Dieu merci que les enfants de l'Afrique se réveillent et sont là, des compétences dans le monde entier et qui œuvrent pour un avenir meilleur pour l'Afrique et pour les générations d'avenir de l'Afrique. Nous avons vécu des situations catastrophiques pendant le Covid. Nous avons vécu un non-accès aux vaccinations de certains pays, de certaines populations qui, eux, ont le droit aussi à la santé. Donc, tout ça, ça fait rêver en nous un sentiment de droiture. Donc, la santé doit être consacrée à tout le monde, là où il est, indépendamment de sa nationalité, de son langage, de sa religion, de ses pensées. Donc, et nous devons œuvrer tous ensemble, donc tous pour la santé, et la santé pour tous, indépendamment, comme je l'ai évoqué, de son lieu de naissance ou de sa résidence ou de son métier ou de ses ressources. Il a des moyens pour accéder aux soins où il n'a pas les moyens. Même s'il n'a pas les moyens, il faut tout faire pour qu'il ait un accès aux soins dans la dignité de l'être humain. Parce que là, dans la santé, il y a cet aspect d'humanisme, un aspect humanitaire d'humanisme. Le citoyen est un être humain où il faut lui donner ses droits en entier et il n'y a pas de santé selon les catégories de personnes.
Donc là, l'Assemblée mondiale, l'OMS, a bien fait de choisir ce thème qui vient à temps consacré donc, en matière de droit à la santé de tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et la Tunisie est un pays sur le continent africain qui est reconnu et respecté pour son offre de santé très qualitative. Mais vous savez que dans le domaine de la santé, il y a toujours des défis. Et j'aimerais vous demander quels sont aujourd'hui les sentiers prioritaires pour vous en tant que ministre de la Santé, sentiers prioritaires que vous portez pour permettre la pleine jouissance de cet article 43 que vous venez de mentionner de votre Constitution au bénéfice des citoyens tunisiens. La santé, c'est un processus continu. Donc, la Tunisie, depuis son indépendance en 1956, donc, a eu donc, des programmes de santé pour le citoyen tunisien. Parmi ces programmes, je vais citer le programme national de vaccination, qui est une des réussites de la Tunisie, puisque pour certains vaccins, on a atteint même les 100%, 99% de taux de vaccination, par exemple pour la BCG. Bravo. Et c'est pourquoi maintenant on voit de moins en moins donc, la tuberculose pulmonaire. Mais c'est vrai, en revanche, c'est la loi de la nature, c'est tout ce qui est tuberculose extra-pulmonaire qui prend le devant. Le programme de vaccination a été toujours, ça se développe selon les temps. Donc, grâce à ce programme, il n'y a plus de cas de poliomyélite depuis les années 90. Grâce à ce programme et après l'introduction de la vaccination contre l'hépatite B, donc la prévalence de l'hépatite B a vraiment chuté. Nous attaquons bientôt, je vous ai dit que c'est un programme donc, qui doit être en développement et nous allons donc introduire bientôt, donc janvier 2025, la vaccination contre l'HPV, le papillomavirus. On va commencer avec les petites fillettes de 12 ans, en espérant continuer après avec les garçons. Donc là, c'est un exemple de concrétisation du droit à la santé. Du droit à la santé. Donc, vous m'avez demandé quelles sont les priorités. Oui. Donc, le programme va très bien, on essaie de le booster. Oui. Peut-être il y aura donc l'introduction de tout ce qui est rotavirus après. Mais avec l'avènement du Covid, je reviens au Covid, oui. Donc nous avons mis en place une application de suivi des vaccinations du Covid qui s'appelait EVAX et qui, par exemple, qui appelait les différentes personnes à se faire les rappels, deuxième, troisième rappel de vaccin. Donc, nous avons profité de cette application pour faire de même, justement, pour le programme de vaccination de tous les jours, oui. Le programme national de vaccination. Et donc, ça sera informatisé, numérisé. Nous avons commencé donc un essai depuis quelques semaines. Et ce qui me fait vraiment bien, et ça me réjouit, donc le papa, le maman est chez lui, donc il reçoit un SMS lui rappelant que son enfant a un rendez-vous, donc le rendez-vous est arrivé dans 2-3 jours. C'est un rappel. Avant, il y avait le fameux carnet de vaccination bien que sûr. Tout le monde utilise, où on écrit prochain rendez-vous et surtout on écrit en crayon pour l'effacer après avec la gomme et écrit. Maintenant,
On essaie, donc c'est une meilleure traçabilité, une transparence, et puis on est dans un temps de tout ce qui est numérique, ça facilite, et ça nous donne une idée sur les indicateurs de cette vaccination. Vous savez, la Tunisie n'est pas grande de point de vue superficie, mais il y a des personnes qui habitent un peu partout, parfois des zones un peu éloignées d'un centre de vaccination. Donc, il doit mettre une demi-heure, maximum 1 heure à arriver. Donc là, c'est une occasion de lui rappeler son rendez-vous de vaccination pour une meilleure adhérence au programme de vaccination et éviter ces coupures de vaccins. Dans ce cadre de priorité, il y a la numérisation. Sur laquelle nous travaillons beaucoup. C'est la numérisation de façon générale de tout le système de santé. C'est-à-dire, par exemple, dans un hôpital, à partir de l'arrivée du malade à l'hôpital jusqu'à sa sortie, après le fait d'avoir ces médicaments dans la pharmacie. Donc, c'est vrai, c'est un process que je trouve que, certes, très intéressant, important. Ça va aider à tout ce qui est traçabilité, transparence, une meilleure, meilleur échange entre les différents services hospitaliers. Le DMI, le dossier médical informatisé, est utilisé dans la majorité des hôpitaux. Il y a des hôpitaux qui sont bien avancés dans ce process, je vais dire jusqu'à 85-90%. Il reste maintenant, c'est l'interconnectivité de tout l'établissement pour que ce soit, pour que je puisse dire c'est OK, c'est OK. Ceci dit, nous avons fait deux projets pilotes, un juste dans la capitale, dans la cité Tavam, donc où il y a un hôpital régional de cité Tavam et 6 petits dispensaires, donc qui ont été dotés d'outils informatiques, de connexion. Et nous avons donc un projet pilote de prise en charge des malades hypertendus, donc par télémédecine, donc numérisation télémédecine, et donc le patient n'est pas obligé de se déplacer vers les grands hôpitaux, donc c'est plutôt une connexion une consultation à distance et avec fourniture de médicaments. Là, c'est le premier projet, donc tuniso-tunisien, donc avec le tissu associatif tunisien. Le deuxième projet, c'est dans la ville de Hammamet, le site touristique. Donc, c'est le même concept. Donc, c'est l'hôpital régional avec 6 dispensaires, donc dotés de tout ce qui est outils informatiques. Et la télémédecine, c'est pour la consultation de tous les jours. Et là, depuis l'inscription du malade jusqu'à la prescription du médicament. Donc là, 2 projets pilotes avec le DMI. Donc tout ce qui est numérisation, parce que je trouve que la numérisation en 2024-2025, il faut que ça soit une réalité et pas un projet futuriste, parce que ça facilite le travail des uns et des autres. Et puis la numérisation peut nous aider dans plusieurs projets. Et d'ailleurs, un autre projet dont vous avez évoqué tout à l'heure, peut-être ça ferait le projet, la troisième question, je vais en parler directement, c'est tout ce qui est utilisation de l'intelligence artificielle.
Donc, vous savez qu'il y a depuis quelques années, il y a beaucoup de projets et avec le développement de tout ce qui est intelligence artificielle, au ministère de la Santé tunisien, donc nous avons fait une réunion donc, où étaient présents plusieurs start-upers, jeunes start-upers tunisiens, donc, et chacun a parlé de son projet, comment ils voient la chose. Donc ils ont parlé des problèmes de développement de leur projet de recherche appliquée. Et parmi ces projets, il y avait des projets d'intelligence artificielle dans la lecture des mammographies. Donc, le cancer du sein chez la femme en Tunisie est un des problèmes de santé publique auquel nous nous sommes attaqués depuis un bon moment. Donc il y a un programme national de lutte contre les cancers, il y a un registre, il y a 3 registres en Tunisie, registre nord, registre centre, registre sud des cancers. Et donc il y a des centres, des hôpitaux de prise en charge des cancers. Il y a le grand institut de Salah Hazaïz, on appelle ça, juste à côté du ministère, qui a été inauguré en 1969, un certain 20 mars 1969, qui fait du beau travail. Mais avec cet institut, et c'est l'équivalent de Gustave aussi de Paris, il y a une coopération. Il y a plusieurs autres centres, il y a à Sfax, à Sousse, à Monastir, à Jandouba, même à Jandouba c'est le nord-ouest. Et bientôt il y aura un autre centre de prise en charge et de traitement des cancers dans le sud tunisien, dans la ville de Gabès. Gabès est à 405 km de Tunis. Mais la prise en charge, comme vous le savez, le traitement à lui seul, ça manque quelque chose. C'est la prévention. C'est la prévention, c'est le dépistage. Donc nous avons fait du dépistage du cancer du sein chez la femme. Je vais peut-être en parler du cancer du col de l'utérus. Mais pour le cancer du sein, donc c'était un challenge de tout faire pour que les femmes, vu le contexte socio-culturel et tout, et la femme qui cache parfois sa maladie, sa tumeur et tout. Donc il y a eu de plus en plus de séances, de campagnes de sensibilisation à l'occasion de l'Octobre Rose. Donc il y a chaque année, donc, le mois d'octobre, c'est un mois de dépistage, de sensibilisation, on appelle ça l'Octobre Rose. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Donc nous avons multiplié les actions à l'occasion de cet événement. Nous avons mis en place une caravane de santé sur un train, et on appelait ça le train rose. Le train rose, donc, qui a parcouru donc, sur les rails du cheminot, des chemins de fer, donc les différentes villes. Donc à chaque gare, il se positionnait. Les femmes averties venaient donc faire leur dépistage. Et maintenant, c'est une unité mobile avec un appareil de mammographie et d'échographie qui circule dans toute la Tunisie. Donc depuis le mois d'octobre 2023 jusqu'à la semaine dernière, donc jusqu'à samedi dernier, 25 mai 2024, il y a eu quatre régions. Donc c'était le nord-ouest de la Tunisie, ensuite le centre-ouest, ensuite le sud-est, et la semaine dernière c'était la région du Grand Tunis, la capitale de la Tunisie. Et là c'est une action de dépistage où tout est fait en 24 heures. C'est-à-dire et la consultation, et la mammographie, et l'échographie, et l'analyse anatomo-pathologique,
et le schéma de prise en charge de la femme. C'est-à-dire, après avoir fait le dépistage, si un cas suspect, on ne le lâche pas dans la nature, il est pris en charge directement. Donc, il a un rendez-vous dans la semaine ou dans les 10 jours qui suivent, donc, et la femme est prise en charge. Pourquoi je vous parle de ça? Donc, l'intervention de l'intelligence artificielle qui va aider à l'interprétation de ces mammographies, et ça facilite. Et quand il y a un problème, elle sera relue donc avec un médecin spécialiste en imagerie radiologie. Donc l'intelligence artificielle, il y a 2-3 projets des jeunes Tunisiens qui ont travaillé sur le sujet. Bravo. Et ça va aider rien que sur ce sujet, ce problème de santé publique. Et d'ailleurs, juste entre parenthèses, nous avons remarqué que la tumeur chez la femme a diminué de 1 cm depuis le dernier, les dernières statistiques, donc c'était 4 cm, maintenant c'est 3 cm. C'est encore beaucoup, mais quand même c'est une réussite et qui démontre l'intérêt du dépistage du cancer du sein chez la femme. Et nous avons essayé dans ces cliniques mobiles, ou bien appelées sous d'autres cieux les caravanes de santé, avec le cancer du sein chez la femme, le cancer du col chez la femme, par un examen de frottis cervico-vaginal avec lecture sur place et voir s'il y a des cas suspects. Tout ça pour vous dire qu'un des nouveautés, un des piliers de notre travail, de notre stratégie de santé Tunisie 2030, et nous sommes en train de tracer, d'écrire noir sur blanc la stratégie santé Tunisie 2050, c'est la numérisation, c'est l'informatisation. Et vous savez très bien que le monde bouge, et ça bouge dans tous les sens. Dans les bons projets, mais aussi les fléaux, oui. Les fléaux et les addictions. Oui. Donc la Tunisie n'est pas épargnée donc, en matière d'addiction au tabac. Et la Tunisie a eu le award, le prix de lutte contre le tabac, et je l'ai reçu de son Excellence, Monsieur le Directeur Général de l'OMS, Dr Tedros. Les parents qui, croyant bien faire, donc achètent un appareil portable à leurs enfants. Donc nous savons tous que c'est bien. Il y a des études qui ont été menées depuis un bon moment et qui a montré qu'il y a quand même cette addiction des enfants, donc des jeunes enfants au jeu. Donc la recherche, c'est un pilier très important, pour ne pas dire très intéressant. Vous savez, l'Institut Pasteur de Tunis, qui est un hub de formation et de recherche, qui vient de fêter son 130e anniversaire. Donc l'Institut Pasteur de Tunisie, c'est 130, un siècle et 30 ans de services, de dons, de recherche. Et pour l'histoire, c'est le 3e Institut Pasteur dans le monde. Le premier, c'était Paris, le 2e, c'est Gand, et le 3e, c'est l'Institut Pasteur de Tunis. Donc, c'est plus que 10 labos de recherche, 300, 400 chercheurs. C'est une force et dynamique de recherche, avec tout ce qui est technopole, avec les chercheurs dans les facultés de médecine, de pharmacie, de médecine dentaire, avec les labos de recherche dans les hôpitaux aussi, dans tous les domaines de recherche, et surtout dans le domaine de tout ce qui est donc maintenant médicaments, fabrication de médicaments, tout ce qui est génomique, tout ce qui est donc biosimilaire. Rien que le 17 mai, nous avons assisté à
un congrès sur les médicaments génériques, sur l'intérêt, l'utilité et que les médicaments génériques ont la même valeur thérapeutique que les autres médicaments. Je suis heureux d'être parmi vous pour la deuxième fois, donc ça fait 2 ans, et bravo pour tout ce que vous faites et pour ce que vous passez en tant que média pour le bien et la santé de tous. Merci beaucoup et rendez-vous est pris pour un prochain passage de SOS Docteur TV en Tunisie. Merci d'avoir été avec nous dans In Conversation With et merci Monsieur le Ministre pour votre temps ici à Genève dans une assemblée mondiale bien chargée. Nous apprécions beaucoup votre fidélité pour SOS Docteur TV.